Ce mois-ci, dans On en parle, ce n'est pas moi qui vais parler. Bon, en vrai, vous allez quand même m'entendre. Désolée par avance pour le son, mais à l'origine, j'avais enregistré Marie juste pour la retranscription. Puis finalement, je me suis dit, qui mieux que Marie pour raconter son histoire? Bah, personne, donc c'est elle que vous allez entendre. Marie, ça fait environ 12 ans que je la connais. Un des premiers souvenirs que j'ai d'elle, c'est son retour au boulot après une absence prolongée. Je n'étais pas encore sa boss, ce n'était pas encore mon amie, mais on bossait déjà dans le même open space. Toutes ses collègues lui avaient organisé un retour au boulot en grande pompe et l'émotion ce jour-là était palpable. Je savais qu'elle avait été absente un bon mois et je comprenais que cela avait été grave, mais je n'en connaissais pas la raison. Quelques mois plus tard, j'ai remplacé sa boss lors de son congé maternité et nous sommes progressivement devenus amis. J'ai alors appris qu'elle avait dû être opérée et hospitalisée en raison d'une salpingite et qu'un chirurgien lui avait annoncé quelques semaines après qu'elle n'aurait pas d'enfant. Elle avait 25 ans. Aujourd'hui, Marie a 37 ans. Elle est maman de Charlie, tout juste âgé de 2 ans, et elle nous prépare le deuxième pour fin juillet. Je dis nous parce qu'on a été nombreuses et nombreux à suivre leur parcours, à elle et son mari, et à leur souhaiter ce bel épilogue. Voici son histoire. J'avais 25 ans et puis un jour, je suis en soirée et je tombe dans les escaliers. Bon, au début, je mets ça sur le compte d'un verre de trop, ce qui n'était vraiment pas exceptionnel à l'époque. Et puis finalement, quand même, je me dis c'est bizarre parce que c'était pas une chute d'inattention, quoi. C'était mon corps qui avait lâché. Et puis les jours d'après, je me sens pas hyper bien. 3 semaines avant, j'avais fait la pose d'un stérilet au cuivre que j'avais dû faire retirer en urgence, même pas une semaine après, parce que j'avais des saignements abondants et des douleurs atroces. Mon gynéco, se disant qu'il avait posé un stérilet sur une nullipare, n'y a vu que le fait que je supportais pas le stérilet et que voilà, mon corps le rejetait entre guillemets. J'avais 25 ans, j'avais beaucoup moins cette conscience de la santé et de ma santé en tant que femme que je peux l'avoir aujourd'hui. Si tu veux, le temps est passé, les jours sont passés, et puis la forme revenait pas forcément à 200%. Je sentais que j'étais un peu château branlant. Et à l'époque, mes parents vivaient en région parisienne et je suis rentrée un week-end et ma mère m'a dit mais tu es bizarre, tu es verte. Enfin, elle dit t'as pas un teint normal et puis t'as comme une bouée au niveau du ventre. Je dis oui, c'est bizarre, mais bon, avec ce stérilet, ce machin, bon, peut-être que ça m'a déréglé hormonalement. Puis vu que j'avais une tendance à gonfler lors de mes cycles, à gonfler dès que j'avais une constipation, un truc comme ça. Enfin voilà, ça m'étonnait pas. Puis encore une fois, 25 ans, on fait pas attention, on s'écoute pas, etc. Alors, j'avais choisi le stylet parce que j'étais sous pilule depuis mes 18 ans. Donc pas super tôt quand même. Enfin, je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui commencent très très tôt. Donc 18 ans, c'était relativement tard. Pour le coup, ça avait créé forcément quelques petits dérèglements, genre prise de poitrine, un peu changement d'humeur, machin. À un moment donné, ça m'avait causé de l'acné quand j'avais changé de pilule. Je m'étais dit quand même, c'est fou que ça crée autant de choses dans le corps. Et puis bon, j'en avais parlé à une gynéco qui était pour le coup assez avertie et assez transparente sur tous les chamboulements que ça entraînait. Et donc, forcément, toutes les substances qu'il y avait dans les pilules contraceptives. Et je me suis dit, quand même, je suis pas sûre de vouloir ça, quoi. Le stérilet au cuivre était finalement la solution la plus simple et la plus naturelle. Ouais. Que, voilà, je me suis dit, je vais me tourner vers cette solution naturelle. Et puis, moins contraignante aussi. Cette fois où je suis avec mes parents, ma mère insiste un peu. Elle me dit, vraiment, Marie, j'insiste, on va voir notre médecin de famille. Le médecin de famille me dit, non, mais je suis d'accord avec ta mère, t'as pas l'air bien. Je dis, bah ouais, c'est vrai, j'ai tout le temps mal au ventre. Et puis, il m'ausculte et là, il dit, Marie, tu me dis que t'as mal au ventre, mais tu me dis pas sur une échelle de 1 à 10 combien t'as mal, mais ça se voit quand même que tu crispes un peu. Je dis, oui, mais ça va. Il me dit, écoute, par acquis de conscience, je vais t'envoyer chez une gynécologue. Elle va voir ce qu'elle fait, mais je pense qu'elle pourrait te faire une petite écho et ça serait pas mal. Elle m'ausculte, elle me palpe. Et je pense qu'elle me fait un toucher vaginal à l'époque. Et je réagis un peu genre, ça taquine. Et là, elle dit, bon, écoutez, moi, je pense qu'il faut quand même faire une échographie. Donc, on fait une échographie dans un centre. Et au centre, ils disent, dans mes souvenirs, c'est vraiment ça. Ils me parlent d'un saignement potentiellement entre 2 cycles. Pas d'inquiétude particulière à avoir, etc. Mais effectivement, ils voient des petits kystes. Ok. Et puis, je retourne voir cette gynéco. Et cette gynéco, elle dit, écoutez, moi, au vu de tout ce qu'ils disent, etc., je trouve ça quand même pas hyper inquiétant, mais par acquis de conscience, j'irai faire une exploration. Donc, je vais vous envoyer à l'hôpital d'Arpajon. Vous allez leur dire que vous venez pour une suspicion de salpingite. Mais je vous demande, mademoiselle, de ne pas regarder sur Internet ce qu'est une salpingite. Encore une fois, je vous le mets juste pour qu'ils vous prennent en urgence.
À mon avis, nous sommes sur le cas de kyste ovarien, entraînant des douleurs pelviennes, mais n'allez pas chercher ce qu'est une salpingite. Bien évidemment, je rentre chez moi et je vais sur Google et je regarde salpingite et je vois infection des trompes, pouvant entraîner la stérilité. Donc là, forcément, un énorme coup de flip, je me dis, putain, c'est pas possible. Et en même temps, je me dis, elle m'a dit de pas regarder. Donc, on ne doit pas s'inquiéter. J'ai pas trop d'angoisse vis-à-vis des opérations, etc. Donc finalement, j'y vais assez détendue. Et j'arrive là-bas, et puis, on fait les examens, ils me touchent, ils me font des prises de sang. Tout revient plutôt asymptomatique. Enfin, vraiment, mes prises de sang reviennent normales. Au palpé, ils voient que je suis douloureuse, mais pas au point de se dire, oh là, elle est au seuil de la mort. Et puis, ils m'hospitalisent. Et le jour J de l'opération, donc soit le lendemain de mon admission à l'hôpital, je suis dans ma chambre et puis il rentre et il me dit écoutez, moi au vu de votre dossier, je vois aucune raison de vous opérer. J'ai vraiment pris sur moi à ce moment-là et je me suis dit elle m'a dit d'insister sur le fait que c'était potentiellement une salpingite. Et je le regarde et je fais non mais quand même, elle a dit qu'il y avait une vraie suspicion de salpingite et qu'elle souhaitait que vous alliez en exploration. Elle a dit je vous garde dans mon planning et je repasse vous voir. Et puis je pars au bloc. Et ce qui était censé être une petite exploration en célioscopie s'est transformé en véritable... pas tant boucherie. Ouais, hein. Ça aurait pu être une boucherie, mais ça avait été une boucherie parce que sur ce point-là, parce que sur plein d'autres points, ce chirurgien était un monstre, mais sur ce point-là, il a été exceptionnel parce que dans un cas comme le mien, il aurait dû ouvrir mon ventre d'à peu près en dessous mes seins jusqu'à mon pubis. Parce qu'en fait, quand il est rentré, c'était pas du sang qu'on voyait à l'échographie, c'était du pus. J'étais en train de faire ce qu'on appelle une pelvipéritonite. C'est une infection de toutes les voies basses. Tout le plancher pelvien est infecté. Dans mon cas, en fait, j'avais du pus qui s'était logé au niveau de mes ovaires, au niveau de mes trompes, qui était descendu dans tout mon plancher pelvien. Mes intestins s'étaient collés et j'étais en début de septicémie. Donc mon sang était en train de s'infecter. Ils m'ont dit à 1 heure près, vous n'étiez plus là. Donc j'ai a priori bien fait de dire docteur, a priori c'est une salpingite. Je sais juste que je suis rentrée, il devait être 13h, même pas, au bloc. Donc il faisait jour. Et je suis sortie, il faisait nuit. J'étais dans un couloir. Et j'avais des drains qui me sortaient de partout parce qu'il fallait continuer à évacuer toute l'infection. J'étais branchée de partout, surveillance accrue, mon père qui hurlait parce que j'étais dans un couloir et qu'il trouvait ça inadmissible. Et je suis restée 2 semaines à l'hôpital parce que branchée de partout, trithérapie d'antibiotiques. Mon sang était infecté, donc il fallait tout nettoyer, quoi. Et sans comprendre, finalement, pendant ces 2 semaines, ce qu'il avait pu se passer. Ce qui a été très compliqué pour le corps médical, ça a été de comprendre pourquoi j'étais aussi asymptomatique et aussi résistante à la douleur. Ils m'ont dit que j'aurais pas dû supporter qu'on m'effleure la peau, en fait. Tellement mon corps était une bombe à retardement. Et puis, au final, j'ai tenu. Et puis surtout, mes prises de sang, elles n'auraient pas dû être comme elles étaient. Donc bref, surveillance accrue. Je sors de cet hôpital au bout de 2 semaines, après un long moment de remise sur pied. Et je suis retournée à la maison. Et à la maison, de nouveau, une énorme convalescence parce que psychologique et physique. Et comme dans n'importe quelle opération, il y a un rendez-vous post-opératoire. Donc moi, très bonne élève, j'avais préparé toutes mes petites questions. Au final, une m'intéressait plus particulièrement que les autres. C'était niveau contraceptif, du coup, qu'est-ce que je fais ? Parce que j'ai pas supporté la pilule, je mets un stérilet. A priori, vous avez l'air de me laisser entendre depuis un moment que c'est ce qui aurait pu causer quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Et il m'a dit, vous n'en avez plus besoin. Pardon ? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous venez de dire ? Et il me dit, non, vous n'avez plus besoin, vous n'aurez pas d'enfant. Ok. J'avais ma mère qui était à côté de moi. On était assises toutes les deux. C'est comme s'il n'y avait plus de chaise. On s'est effondrés. Puis ma mère savait que ce qu'il venait de dire était un appel au suicide pour moi. Parce que j'avais toujours dit à ma mère, une vie sans enfant n'est pas une vie. Si moi, on m'apprend un jour que je peux pas avoir d'enfant, je me fous en l'air. Donc elle a eu extrêmement peur de ma réaction. Au final, on a été relativement bien pris en charge après ça, parce qu'il y avait, je sais pas si c'est dans tous les cas comme ça, mais il y a en tout cas souvent quand j'ai eu des opérations, une infirmière qui doit être présente au rendez-vous. Et là, elle était présente et elle m'a chopée par le bras, elle m'a dit vous me suivez. Elle m'a dit ce que vous venez d'entendre a été extrêmement violent. Faut aller voir une psychologue, une psychiatre, psychologue, parce que ça va vous revenir au visage très rapidement. J'ai dit ouais, vous inquiétez pas, parce que un peu dur. J'ai énormément pleuré.
Et puis au final, j'ai fait un peu politique de l'autruche. Je me suis enfoncée dans mon truc. Je suis partie faire le festival de Cannes. À l'époque, je travaillais dans une rédaction où on me demandait de couvrir le festival de Cannes. Donc j'ai repris le boulot à 200%. Je me suis butée à la tâche pour oublier. Et puis j'ai fait un burn-out. Et le burn-out, il était clairement lié à ça. Donc j'ai fait beaucoup de psychiatrie pour parler de cette phrase qui m'a juste détruite, quoi. Comme mon caractère d'aujourd'hui, je me suis dit, tu sais quoi, t'as voulu me niquer, c'est moi qui vais te niquer. Je vais trouver les meilleurs. Et je vais me faire accompagner et je le reste enfant. Et à l'époque, j'ai mes trompes. Du coup, moi, j'ai été voir des spécialistes qui m'ont dit, écoutez, moi, dans tous les cas, on peut pas être aussi vindicatif. Vous avez 25 ans, le corps, il a une force de fou. Il s'en remettra. Il peut s'en remettre. C'est pas il s'en remettra, c'était pas aussi vindicatif quand même, mais il peut s'en remettre. Donc, ne perdez pas espoir. Voilà, tout peut arriver. Le jour où vous voudrez avoir des enfants, on en reparle et à ce moment-là, on fera un examen complémentaire pour vérifier que tout va bien au niveau de votre utérus, vos trompes et vos ovaires. Ok. Et bon, bref, 5 ans se passent parce que moi je suis célibataire. Pour l'instant, il n'y avait pas de projet bébé. Je rencontre celui qui est devenu mon mari et le père de mes enfants. Et on se dit, on a envie de faire un bébé. On se dit, on va tenter naturellement. Bon, bien évidemment, ça ne vient pas. On fait des examens et là, en fait... Très rapidement, j'explique ma situation. Donc, on me donne un examen à faire qui est l'hystérosalpingographie, à vos souhaits, qui est un examen qui peut être extrêmement douloureux si les trompes sont malades, quasi indolore si les trompes vont bien. Parce que le concept, c'est de faire une radio en diffusant un produit dans les trompes. Donc, on est sur un examen gynécologique jambes écartées. On diffuse avec une espèce d'énorme cathéter, ou je sais pas comment on appelle ça, un liquide qui vient dans les trompes en produit de contraste pour la radio, pour voir le chemin et vérifier que en fait, les spermatozoïdes peuvent faire leur taf quand ils doivent le faire et que tous les messages se passent, que l'autoroute est bien ouverte. Et puis au final, moi mon autoroute elle était bloquée, toutes les barrières fermées, panneaux sens interdit dans tous les sens, on pouvait pas y aller. Malgré tout, je tombais sur un médecin lors de cet examen qui avait envie d'essayer de me les déboucher parce que ça peut aussi marcher en poussant un peu. Bon, c'était atroce. T'appuies un peu plus pour que le produit passe, donc ça fait gonfler la trompe. Il faut savoir qu'une trompe, elle fait 2 mm. Il m'a montré les clichés, parce que du coup, il y a les clichés, ça déformait complètement la trompe. Donc, au bout d'un moment, je pense que quand t'as quelqu'un qui te supplie et qui t'arrache le bras en te disant arrêtez s'il vous plaît, il arrête. Et après, on reste quelques minutes à les jambes en l'air dans une salle pour que le produit de contraste continue de faire son boulot. On refait un cliché pour vérifier est-ce qu'il y en a pas un petit peu qui est passé. C'est pas passé. Tout était bien fermé. Donc là, ils m'ont dit écoutez, le verdict c'est ça, c'est que vos trompes sont plus que bouchées. Elles sont abîmées. On vous laisse revoir un chirurgien. À ce moment-là, j'ai pris un spécialiste PMA. En me disant, spécialiste de l'infertilité, qui a l'habitude de travailler avec des trompes abîmées, des machins. Lui, exceptionnel, m'a tout de suite prise en charge en m'expliquant que je vivrais mieux sans, quoi. Et mes chances de réussite en PMA, en FIV, seraient bien meilleures, en plus, avec moins de risques de grossesse extra-utérine, etc. Moi, je vivais depuis 5 ans avec des douleurs constantes. On m'avait dit que j'avais une colopathie fonctionnelle. Et en fait, j'avais des adhérences, mais ça on s'en est rendu compte après, au moment où justement ce médecin PMA me dit le meilleur des trucs à faire c'est d'enlever ses trompes, donc on appelle ça une double salpingectomie. Psychologiquement c'est pas simple, on va quand même te faire une ablation d'une partie de ton corps qui sert à faire des bébés, mais en même temps je le voyais comme ok, je viens de trouver les clés pour rentrer en PMA et pour faire un bébé autrement et on va m'aider. Et bien évidemment en plus là t'as ton laissez-passer, je veux dire la PMA on sait que c'est pas simple. Là, je suis plus que légitime. Ouais. Je peux pas faire autrement, les gars. Tu vois, il y avait un peu ce côté-là. La salpingectomie se passe hyper bien. On m'opère. Et surtout, il en a profité. Et ça, c'était génial pour nettoyer toutes les adhérences qui s'étaient créées. Parce qu'il y en avait plein qui s'étaient créées. Tu sais, c'est cicatriciel. Quand tu fais une cicatrice, on te demande de la masser. C'est la même chose à l'intérieur du corps. Ouais. Et donc, il y avait plein d'adhérences qui s'étaient créées entre mon tube digestif, mes parties génitales. Très compliqué. Qu'il a un peu tout nettoyé. Et j'ai la résurrection. J'avais plus mal au ventre. J'avais constipation, j'ai retrouvé un transit, j'ai tout retrouvé. Ce qui est ouf quand même, c'est que t'as quand même vécu ce truc-là. Toi, tu te plains de manière chronique qu'il y a un souci et tout, et on va pas explorer plus le dos. Non. Mais non, parce qu'on est une femme. Et surtout qu'on remet beaucoup en question la légitimité de la douleur
Ouais, madame, c'est psychologique. Ouais, madame, Ouais. c'est constipé. Ouais, madame. Enfin, tu vois, Ouais, et c'est ça qui est con, c'est que dans un parcours médical, t'es obligé, au bout d'un moment, d'aller challenger des médecins et en voir plein de Ouais, différents ouais. pour comprendre et pour aller plus loin et surtout parce que ce chirurgien qui m'a opéré, jamais de ma vie je voulais revoir sa tête. Mais si je l'avais vu en lui et que je lui avais dit, bah monsieur, j'ai encore mal au ventre, vu comment j'avais supporté la douleur et que j'étais pas censée la supporter, peut-être qu'il m'aurait prise au sérieux. Mais les D'accord, autres ok. n'ont pas tous ces Oui, antécédents. voilà, bien sûr. Bien que je leur ai dit, Oui, je oui, suis oui, oui. asymptomatique, résistante Ouais, à la ouais. douleur, plus machin. D'ailleurs, on n'a pas parlé du coup à quel moment tu t'es rendu compte que ce qui avait créé ça, c'était ce stérilet posé sur cette chlamydia. C'était très très tardif. En fait, je pense que j'ai été complètement dans un espèce de déni. Je pense que tu sais, quand il t'arrive un truc comme ça, c'est comme à l'hosto, hein, ils m'ont annoncé que j'aurais. Enfin, ils m'ont préparé au fait que ma fertilité était fortement remise en jeu. Je ne l'ai jamais entendu. Je pense que c'est un peu la même chose sur ça. C'est que je pense qu'ils ont essayé de me dire qu'il y avait un foyer infectieux. Mais pendant des années, je m'en suis. C'est pas grave. Et puis il y a un jour où tu réalises que ta santé, c'est ta santé, que tu as des droits, que les médecins ont leur part de responsabilité, que t'avais mis des warnings, t'avais demandé les choses, t'avais fait les choses correctement de ton côté et il est quand même important de comprendre qu'est-ce qu'il a bien pu se passer. Et donc j'ai commencé à demander et puis en remontant sur mes comptes rendus opératoires, etc., effectivement, d'un premier avis, effectivement, c'est sur une chlamydia non soignée. La pose du stérilet aurait été faite sur ce foyer infectieux et puis c'était comme allumer une allumette au milieu d'un champ de foin. En fait, le problème de la chlamydia, c'est qu'elle peut être complètement asymptomatique. Donc moi, elle était silencieuse de chez silencieuse. Je ne savais même pas que j'avais une chlamydia dans ma vie. Parce que déjà, je faisais partie de ces gens qui se protègent lors de leur rapport. J'avais différents partenaires, mais bon, j'avais 25 ans. J'avais été en couple assez longtemps avec quelqu'un, mais a priori infidèle. Et donc lui, je m'étais pas protégée. Et donc a priori, cette chlamydia, elle remontait à lui, en fait. Et puis surtout, à l'époque, je pense que maintenant on en parle beaucoup plus, mais à l'époque, quand on te parlait d'IST ou de MST, on te parlait honnêtement que du VIH, de l'hépatite B, et ça s'arrêtait là. C'était les deux qui te faisaient flipper. Et moi, en toute honnêteté, à l'époque, aussi fou que cela puisse paraître, j'avais plus peur de tomber enceinte que de choper une IST. C'était ma crainte. Je trouve que t'avais plus le réflexe de dire oh putain, faut pas que j'oublie ma pilule, plutôt que ah putain, faut pas que j'oublie une capote, tu vois. Et donc la chlamydia, au final, si tu veux, ce qui est fou, c'est que avec du recul, encore une fois, c'est juste plein de rendez-vous manqués. Mon gynéco de ville, qui m'a fait la pause du stérilet entre midi et 2 et qui m'a laissé retourner bosser après, comme on fait dans la vie lambda, voilà, aurait dû, s'il avait été au bout des choses et s'il avait été consciencieux comme on doit l'être avec une jeune fille nullipare, je lui ai dit non, moi je veux pas de mec, mais c'est juste que voilà, je veux me protéger au cas où et puis j'ai pas envie de prendre la pilule, ça me saoule. Et il s'est pas posé beaucoup de plus de questions, il m'a fait aucun examen préalable, il aurait fallu, maintenant que j'ai du recul, un peu plus de recherche, etc. C'est pas de manière obligatoire, mais l'échographie. Mais une échographie aurait révélé déjà un problème, des kystes, etc. Et d'office, à minima, une simple prise de sang pour vérifier que je n'ai pas d'IST. Enfin, je sais pas, je pense que naturellement, aujourd'hui, sur plein de trucs qu'on fait, on vérifie qu'on n'a jamais d'infection avant de se lancer dans un truc invasif, tu vois. On n'irait pas te percer les oreilles sur un bouton qui est un peu moche, quoi. Ça ne te viendrait pas à l'idée. Là, c'est exactement ce qu'il a fait. Et on est quand même à l'intérieur du corps de la femme, sur sans doute la partie la plus importante, qui est reliée à d'énormes d'enjeux procréatifs, mais aussi vitaux. C'est juste que tu te dis, purée, quoi. Franchement, prenez-nous en considération au départ et faites les choses correctement. Cette prise de sang, c'est même pas toi qui l'as subie, tu l'as prescrit juste, tu fais juste un bout de papier en plus. Et elle est utile, quoi. Donc c'est pour ça qu'en vrai, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est quand même, quand on n'a pas... et même quand on a un partenaire régulier, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, c'est bien de se faire tester régulièrement. Moi, en PMA, honnêtement, ça fait 6 ans, maintenant je suis enceinte du deuxième, mais ça fait 6-7 ans que je suis en PMA. On se fait tester tout le temps. On est obligé à chaque fois qu'on fait des tests et tout, de renouveler notre dossier. Il faut toujours une sérologie de moins d'1 an. Mais c'est... En vrai, nous, on est en totale confiance, mais c'est quand même rassurant. Tu sais que tout va bien. Et moi, ma chlamydia, elle reste... Ce qui est fou, c'est ça qui est fou, c'est que la chlamydia, elle reste visible super longtemps dans tes sérologies, ouais. Mais moi, j'ai des copines qui ont vécu mais des années avec leur truc. Hein. Et c'est par leur mec qui, au bout d'un moment, a eu des symptômes un peu plus visibles, parce que chez les hommes, ça arrive que ça leur crée
la chaude pisse, genre des problèmes à la miction, etc., qu'elles ont dit, bon, bah attends, on va se faire tester, et qu'elles ont découvert qu'elle était porteuse d'une chlamydia. Franchement, faut se faire contrôler, quoi. Novembre 2018, ablation des trompes. On coupe les deux. Donc là, à partir de là, c'est l'entrée officielle en PMA. Il faut quand même un temps de cicatrisation, que tout le corps se remette. Ça change rien au cycle, ça je tiens à le dire, parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on n'a plus de trompe, on n'a plus d'ovaires. Aucun rapport. On peut enlever les trompes et garder les ovaires. Les ovaires sont complètement... C'est des petits trucs qui restent tranquilles dans leur coin. Donc j'ovule, j'ai mes règles, donc tout continue normalement. Bref. Et en mars, on fait les premiers traitements, etc., suivi d'une première ponction qui nous donne 4 jolis embryons. On les transfère, un par un, cycle après cycle, échec sur échec. Donc on prend un peu le temps, on passe sur une deuxième FIV. Pareil, échec sur échec sur échec. Une troisième, échec sur échec sur échec. Et là, je dis, c'est plus possible. Enfin, les années sont passées, on en est déjà à 4 ans de traitement. Autant de piqûres, autant de rendez-vous, autant de prise de sang, autant d'espoir, autant d'attentes. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit, ok, on va partir en Espagne. Parce que peut-être que le problème vient de nos gènes, vient de nos chromosomes, vient de plein de choses. Et en France, on n'a pas beaucoup de... On a un système qui est exceptionnel de PMA, mais on a une loi bioéthique qui est ce qu'elle est, qui protège vachement pour éviter l'eugénisme, etc. Et c'est génial, hein. Mais il y a quand même des freins à pas mal d'examens qui seraient très utiles, comme la DPNI, le diagnostic préimplantatoire, la DPI, pardon. Et qui nous permettrait de aujourd'hui savoir si un embryon est viable ou si en fait on met un truc qui est d'office ne va pas tenir parce que chromosomiquement en termes d'ADN pas correct, quoi. Et puis voilà, du coup on se dit on va aller en Espagne, là c'est autorisé, on va le faire, ça va être mieux. Parce que là je t'ai passé 1000 détails, mais il y a eu des examens extrêmement douloureux pour essayer de trouver 1000 raisons à 1000 raisons à la raisonnable, à quelque chose sur lequel tu peux pas toujours trouver de raison. Et puis au final on change de professeur sur conseil d'une amie qui est passée par là, et du coup on va le voir, et très bon feeling. Et lui, quand on lui parle de l'Espagne, il est loin d'être contre, hein, parce qu'il suit beaucoup de femmes qui sont suivies en Espagne, mais il me dit, mais attendez, il vous reste une tentative en France, il est hors de question qu'on la tente pas ensemble. Puis il a l'air relativement sûr de lui. Il me dit, votre dossier, il est pas simple, vous avez tout fait, tout essayé, tout machin, mais il y a un test que vous n'avez pas fait, qui s'appelle le test ERA. Et du coup, je fais ce test qui consiste à faire une biopsie de l'endomètre. On l'envoie en Espagne, parce que pareil, c'est pas un test qui est fait en France. Et ça sert à déterminer ta fenêtre d'implantation, en fait. Si tu veux, les femmes, on a une fenêtre d'implantation qu'on va dire classique, parce que oui, on nous met toutes dans les mêmes cases. Et donc, du coup, on a fait ce test, et effectivement, d'après ce test, la fenêtre d'implantation était décalée. La période la plus propice à la fécondation était à un jour près décalé. Du coup, en fait, il a remis tout le protocole en fonction de cette date, décaler les traitements, etc., de manière à ce qu'on mette l'embryon au bon moment. Ce qui est fou, en plus, parce qu'en FIV, on peut tout contrôler. Il nous disait pas que c'était la solution miracle, hein. Il était très... il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, qui disent que ça ne sert à rien. Moi, je me dis que ça ne coûte rien de tenter. C'est le seul truc qu'on n'a pas tenté, donc on va le tenter. Et je suis tombée enceinte de Charlie. Premier essai de la 4e FIV. Incroyable. Je suis tombée de 12 étages. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible. Ce mec est un génie. Et puis, avec mon mari, on se dit, bon, quand même, on a mis 5 ans pour Charlie. On va peut-être remettre le deuxième en route. Et donc, on reprend les traitements. Et genre, même les traitements, il y a un truc, le cerveau, il est fou. Et je pense que c'est très féminin aussi. C'est comme si j'avais jamais fait ça. Genre, 5 ans de PMA où je connaissais par cœur tous les protocoles. Nanana. J'ai eu Charlie, ça a rebooté. Et du coup, je savais plus, c'est que tel médicament, ok, bon, c'est ça. Les piqûres, d'un seul coup, ça m'a semblé hyper chiant. Alors que Charlie, j'étais prête à m'en prendre, je crois que j'en ai 500 dans une boîte, enfin, c'est un délire. Et au final, en 10 jours, je vais faire un examen pour faire, tu vois, vérifier que tout est ok, échographie pelvienne, prise de sang, comme d'hab, en fait, mais t'oublies tout. Donc j'étais là, ok, bon, moi je vais faire ça. Parce que du coup, il te restait encore des embryons. Il m'en restait 2. Voilà, 2. Donc c'est la même portée que Charlie. Voilà, j'adore dire ça. C'est la même portée. La même, la même portée. Hein. Désolé, c'est la même portée. En fait, c'est pas jumeaux, mais presque. Ouais.
Et du coup, je vais faire cet examen. Puis à cet examen, ils me disent bah, tout est OK pour nous, on envoie à votre médecin, il vous recontacte et tout. Et puis Bénédicte, sa secrétaire, m'appelle, elle me dit t'es OK, on se voit lundi pour le transfert. Pardon. Ça va pas prendre 2 ans. Et puis le lundi, on arrive, pareil. J'avais tout oublié. Là. Je me suis levée après le transfert, je me restais allongée. Donc là, la biologiste dit très très bel embryon, comme sa sœur, parce que du coup elle me suit, donc elle connaît Charlie. Comme sa sœur, il est trop beau cet embryon, ça va le faire, hyper positif. Et puis le professeur Oliven prend le petit cathéter avec l'embryon. Et 2 secondes, il était posé, mis où il fallait, posé, déposé, reposé. Et là, même la biologiste, elle fait docteur, c'est déjà fait? Il dit c'est rentré comme une lettre à la poste. Et non, je suis enceinte. Ça a pris tout de suite. Le lundi d'après, normalement, on est censé attendre 10 jours. J'ai pissé, j'ai vu que 2 traits apparaître à la seconde où j'ai pissé dessus. J'ai fait OK. Et en fait, enceinte d'un petit garçon. Marie reconnaît que les professionnels de santé ne sont pas et ne peuvent pas être des spécialistes dans tous les domaines. En effet, on ne va pas demander à un oncologue de se rendre en salle d'accouchement ou de réaliser la pose d'une couronne dentaire. Mais si Marie avait été écoutée, si les bonnes questions avaient été posées, son parcours aurait sûrement été très différent. Aujourd'hui encore, on considère les femmes comme d'éternelles malades. C'est ce que la médecine disait d'elles au XIXe siècle et c'est pourtant ce qui structure encore le secteur médical pensé par et pour les hommes. Une enquête Ipsos réalisée pour la Fédération hospitalière de France en mars dernier a révélé que les inégalités de genre dans la prise en charge médicale persistent et compromettent la santé des femmes, notamment à travers des retards de diagnostic ou des minimisations de leurs symptômes. 2 chiffres m'ont interpellée dans cette étude. Plus d'1 femme sur 2 estime que leurs symptômes décrits à un professionnel de santé ont au moins une fois été minimisés ou non pris au sérieux parce qu'elles sont des femmes. Et pour 42% des femmes, des symptômes physiques ont au moins une fois été attribués à des causes psychologiques et hormonales sans investigation approfondie. Il faut arrêter de partir du principe que « mais c'est dans votre tête, madame, vous êtes sûrement trop stressée, madame, vous avez mal au ventre pendant vos règles, c'est normal, madame, etc. etc., etc. » Écoutons les femmes.